Gens de la radio, gens de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desesquers et je serai votre guide pour le programme Amos vous raconte son histoire. Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles puis montez le son. Bienvenue à tous à la maison, en balado, à vélo. Bienvenue au podcast Amos vous raconte son histoire. Aujourd'hui, la scène de la navigation tirée du circuit Amos vous raconte son histoire. Toujours avec moi pour co-animer cette très instructive émission, Véronique Filion, visage marquant des dernières années en Abitibi grâce à son rôle mémorable et tant apprécié des jeunes et des moins jeunes, Amos Desesquers. Bonjour Véro. Salut Bruno. Alors Bruno, je suis très contente de faire cette animation-là avec toi parce qu'on va être dans un thème aquatique et tu es quand même un gars qui aime se noyer dans plusieurs projets. Et, je suis encore vivant. Oui, mais tu réussis toujours à respirer, à te sortir la tête de l'eau. Et je suis très contente de co-animer avec toi qui est en bikini aujourd'hui. Alors, pour les gens qui peuvent nous voir, ça va être un épisode populaire. Allez voir ça. Alors, bonjour Véronique, content d'être là pour ce podcast. Aujourd'hui, pour plonger dans l'Arikana et dans la scène de navigation, gouvernée par le fameux capitaine Hiergeau, mieux connu sous le nom de Monsieur le Capitaine, on reçoit Mme Geneviève Dubé, archiviste à la Société d'histoire d'Amos, que nous allons découvrir davantage sur le volet de la navigation. Bonjour Geneviève. Bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, hein? Ouais. Oui. Good. On est super contents de se revoir. On a déjà 2 beaux podcasts enregistrés avec toi. Oui. Et puis voilà le 3e. Et oui. J'espère pas le dernier. Jamais 203. Voilà, Oui. Exactement. Alors oui, le capitaine Hiergeau aujourd'hui, un personnage qui ne laisse personne indifférent, Véronique. Je dirais que c'est qui est là, oui. il nous surveille. Et oui, puis même s'il n'est pas dans le costume, j'ai quand même une crainte d'être proche de lui. Ça impose le respect, son uniforme. Non, c'est vrai que le capitaine Hiergeau est probablement le personnage, après Amos Desesquers naturellement, le personnage qui frappe le plus l'imaginaire de par sa personnalité, sa voix forte, son comédien qui l'interprète depuis les tout débuts. Il laisse personne indifférent, autant qu'il fait peur aux enfants, il peut faire rire les adultes, mais tout le monde se rappelle de Monsieur le Capitaine. Très efficace comme personnage. Oui. Et d'ailleurs, j'ai des amis, moi, qui habitent sur la rive ouest de l'Arikana et ils le connaissent bien. Ils n'ont jamais vu le spectacle, mais ils le connaissent très bien parce qu'il est là toujours, tous les étés depuis 9 ans déjà. Et on l'entend tonitruant. Bien, c'est que la rivière fait une espèce de belle caisse de résonance, va propager très bien la voix. Donc, David Hébachère, qui est l'interprète de Monsieur le Capitaine, a un très bon tonus. Et c'est vrai que quand il fait son monologue, on l'entend des kilomètres à la ronde. Alors, on va le revoir d'ailleurs, David, tout à l'heure. Alors, je tiens à remercier nos partenaires qui supportent et qui ont rendu possible cette production des épisodes des podcasts Amos vous raconte son histoire. Merci beaucoup de votre collaboration et votre contribution. Grâce à vous, on est capable de produire tout ça dans les studios Médiaté et de façon professionnelle. Je prends quelques instants aussi pour vous demander, vous, chers auditeurs, d'aimer et de partager et de commenter nos épisodes. Grâce à vous, l'algorithme Facebook, entre autres, et YouTube va nous propulser de façon plus visible sur le fil d'actualité et c'est important pour nous. C'est notre petite paye que le podcast soit plus connu pour qu'on en apprenne davantage sur notre histoire d'Amos et de l'Arikana et de l'Abitibi. Bien important, supportez-nous. Sinon, vous pouvez écouter tous les épisodes du podcast sur le site internet amosvoustraconte.com. Tu vois, mon gars, ces petites pattes-là, là, c'est des traces de lièvre. Ceux-là, là, c'est des traces de renard. Ceux-là... C'est quoi cet animal-là?
Là, mon gars, il était vraiment comme ça dans le milieu de la rue, puis là, il y avait personne, puis ici, il était pas capable de s'organiser. C'était vraiment très drôle. Hein? Vraiment drôle. Excusez, patron! Oui. C'est parce que l'employé que vous venez d'engager, il fait peur vraiment à tous vos clients. C'est parce qu'on a des machines qui font 100 copies minute, capitaine. C'est monsieur, capitaine! En tout cas, lui, au moins, il travaille. C'est pas comme d'autres. C'est parce que je t'en pose, moi, là? Let's go, maman. Maman, let's go! Pour tous vos besoins en impression. Imprimerie Aricana. En 2014, l'organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie dépose un portrait du bassin versant de la rivière Aricana. Voici quelques éléments descriptifs tirés de ce dossier que l'on peut trouver en ligne. De par sa situation géographique sur la ligne de partage des eaux, jumelée à la présence de plus de 20 000 lacs sur son territoire de 65 000 km², l'Abitibi tient son appellation des Algonquins, qui signifie « là où les eaux se séparent ». Avec ses 553 km de longueur, la rivière Aricana constitue une voie navigable de 170 km, faisant d'elle la deuxième voie de navigation fluviale au Canada. Ce fleuve prend sa source dans le sud du bassin versant, c'est-à-dire dans les lacs Mourier, Le Moine, de Montigny et Blouin, situés près de Val-d'Or. Son parcours traverse d'importants lacs tels le lac Malartic et la Motte. La rivière Aricana et ses nombreux affluents sont un héritage glaciaire. Les rivières ont pris naissance dans les sillages laissés par le glacier sur les sols argileux lors de son retrait vers le nord-ouest. Les petits ruisseaux et les cours d'eau intermittents mis à part, il est possible d'identifier près de 700 rivières. On retrouve plusieurs grands marais d'importance le long de la rivière Aricana, ainsi qu'une multitude de petits milieux humides en zone forestière. Le territoire est doté de plusieurs tourbières qui sont une richesse indéniable de la région. Dans les débuts de la colonisation, il était évident que les noyaux urbains se sont développés près de la rivière. Mais encore aujourd'hui, de nombreuses résidences secondaires sont installées près des plans d'eau. Si aujourd'hui, c'est pour mieux s'isoler, à l'époque, c'était pour se regrouper, puisque le seul moyen de transport était le bateau. Avec la présence de villes et villages, la rivière Aricana a beaucoup changé. Les activités humaines, comme celles liées à l'industrie, à l'agriculture, aux mines, au transport et aux loisirs, impactent sur la qualité de l'eau. L'agriculture et la production bovine utilisent beaucoup de fumier. L'utilisation du fumier, de pesticides et d'engrais servent à enrichir le sol qui est pauvre en oxygène et ça permet de faire pousser en grande quantité le foin pour le fourrage des animaux. Mais avec le ruissellement, la pluie, etc., ça se retrouve dans les cours d'eau, pouvant ainsi affecter le taux de phosphore, ce qui entraîne une croissance excessive des plantes aquatiques, des algues et des cyanobactéries qui peuvent rejeter des toxines en très grande quantité dans l'eau. Quant à l'industrie minière, elle rejette des quantités considérables d'eau usée dans le cadre de son processus d'exploitation. Plusieurs plans d'eau de la région sont contaminés par des métaux lourds provenant de résidus miniers. On retrouve de la contamination au cadmium, au plomb et au cuivre dans les rivières Aricana et Bourlamaque. Les gros poissons comme le brochet et le doré ont un taux élevé de métaux lourds dans leur chair. Au début de la ruée vers l'or, tout se déversait directement dans la rivière sans penser aux conséquences. Maintenant, il faut mentionner que les sites miniers recyclent de plus en plus leurs eaux usées. Et s'il est facile d'associer une mine à quelque chose de toxique, le parallèle est moins évident lorsqu'on parle du bois, qui lui est plus naturel. Mais il y a diverses activités reliées à l'utilisation des ressources forestières qui peuvent causer du tort. Pensons à la machinerie, l'érosion de surface, l'orniérage ou encore des empilements de bois en décomposition. Aujourd'hui, il faut ajouter aussi le rejet des industries de pâte et papier ainsi que leur grande consommation d'eau. Au niveau des différentes municipalités présentes le long de la Ricana, il y a certains réseaux d'égouts qui rejettent leurs effluents dans un cours d'eau sans les avoir traités.
Par contre, le bassin versant de la rivière compte 9 stations d'épuration des eaux usées. Plusieurs activités récréo-touristiques ont lieu sur les différents cours d'eau de la région, qu'on passe aux pourvoiries, aux randonnées de canot ou kayak, la pêche, faire du bateau. Même ces activités à petite échelle ont un impact sur la qualité de l'eau. 73 de la population s'alimente en eau souterraine. Plusieurs organismes régionaux travaillent fort pour protéger, sensibiliser, proposer des outils de gestion, etc., pour réussir à vivre, travailler et s'amuser avec de l'eau de belle et bonne qualité. Et ces mouvements écologiques et la conscience de préserver l'environnement n'étaient pas du tout dans l'esprit de l'époque de la colonisation. On s'entend. Au début du siècle, la mentalité était tout autre. La rivière Arikana servait de route aquatique et dès les premières années, elle était envahie de bateaux de toutes sortes. S'il y avait une quantité énorme de bateaux, quelques-uns sont devenus célèbres. Plus célèbres d'ailleurs que d'autres. Geneviève, Oui. est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns des plus importants bateaux qui ont été célèbres sur la rivière Arikana? Oui, mais je vais d'abord parler du dragage de la rivière. Il faut comprendre qu'avant de faire la navigation, il faut draguer le fond de la rivière parce qu'elle n'est pas assez profonde. Ah oui. Donc, on a construit un bateau dragueur qui a été commandé à Amos, ici. Il a été construit par le ministère des Transports à l'époque. Et donc, une fois que le dragage est fait et qu'on l'entretient, là apparaissent les bateaux, bien sûr, sur la rivière. D'abord, c'est pour l'industrie forestière, comme on parle. Il y en a 4 en particulier qu'on a des noms. On a le Vermignon de Franck Blais, le Petit Voileau de M. Fortin, le Manson de M. Massicotte et le Toc de M. Beauchemin. Des très petits beaux noms. Ouais, Dis-moi, Geneviève, quand tu parles du premier bateau là, pour draguer, là, pour finalement aménager, disons, la rivière pour avoir des plus gros bateaux, j'imagine qu'ils ont envoyé ça en petites pièces démontées par le train puis qu'ils l'ont reconstruit parce que à cause de notre fameuse ligne du partage des eaux, on ne pouvait pas partir de Montréal avec le bateau puis l'amener ici. Non, mais j'ai pas de traces vraiment écrites, mais j'ai l'impression qu'elle était toute faite ici. Ah, OK. On aurait fait tenir peut-être les pièces, tout ce qui est en ou métal, les plans, c'est ça. Puis on a construit ça ici, parce qu'il faut le rappeler que notre rivière coule vers le nord. Oui. Il n'y a pas grand-chose qui peut s'en venir du sud par ici. Non. À part par train. Mais, allons dans le vif du sujet. Yes. Les plus importants, bien sûr, les plus populaires, il y a le Cisco, SS Cisco du capitaine Miergeau. SS qui veut dire steamship. Bateau en vapeur C'est en ça. français. Oui, mais encore là, le suivant aussi, il y a le Sullivan, qui a le SS aussi, mais c'est un bateau à diesel. Exactement. OK. Ah! Fait qu'on brûlait du diesel pour faire de la vapeur. Sûrement. Où il a commencé à vapeur, il a switché, puis il n'a pas rechangé le nom. Mais il y a 2 autres bateaux qu'on les connaît peut-être un peu moins, mais qui étaient aussi sur la rivière. Il y a le Anna de la compagnie Franck Blais. OK. Et il y a le Saint-Louis, qui était le plus gros bateau de la flotte de l'Arikana. Mais il a coulé avec sa cargaison avant la fin de l'âge d'or de la navigation. Ah ouais. C'est une célèbre épave dans le fond de la rivière, je crois. Oui, et c'est le Saint-Louis qui, je crois, a coulé avec ses 165 caisses de dynamite. Alors, s'il y a des gens qui font de la plongée, allez vérifier, on voudrait le savoir. Puis si vous êtes en pédalo, soyez tranquille quand vous pensez. Non. On peut pas faire des plongées comme on veut. Non, parce que dans notre rivière, on ne le voit pas, mais justement, il y a des épaves de bateaux. Il y a beaucoup de stocks que les gens de l'époque jetaient carrément dans la rivière. C'est très, très dangereux que de faire de la plongée dans notre rivière. Et il y a beaucoup de courant aussi. Oui. Ça va très vite. Mais fait que tantôt, tu m'as quand même surpris quand tu m'as parlé de dragage. Est-ce que c'est tout le long du 170 km navigable que ça a été dragué pour faire de la navigation? Ben, tous les endroits importants où est-ce que c'était pas creux. Donc, OK. j'en déduis que c'était jusqu'à Val-d'Or au moins. Oui. Ils ont passé là, pour dire on fait la trace au complet. Puis ça, c'est écologique faire ça? Ben, en fait, dans toutes les rivières c'est peu normal de profondes, faire oui, ça? c'est normal. OK. Ah, je pensais qu'on avait pas Ben, le en droit fait, de brosser même l'eau le de fleuve la terre. Saint-Laurent a été dragué à certains OK. endroits. Ah ouais. Donc, puis c'est entretenu annuellement au Je suis moins. comme c'est écologique faire ça? Non, à l'époque, ça existait pas. Comme si on Ça n'existait pas l'écologie, Bruno. Puis on pensait au niveau, on était dans la colonisation, là, il fallait faire de l'économie. Là, tu parlais que c'était vraiment, tous les petits bateaux que tu as nommés, c'était tout à des gars
de chope de bois. Fait que c'était ça qui était important. Que ça roule. Même si ça avait fait des remonter une coupe de coquillages ou de trésors enfouis, c'était pas grave. Non. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Donc, c'est un moyen de transport qui servait à quoi, là? Qu'est-ce qu'on transportait sur l'Arikana et pourquoi? Ben, en fait, si on prend l'exemple du Cisco, on s'entend avec le capitaine, c'est celui-là qu'on a le plus de documentation quand même. Donc, il œuvrait du mois de mai au mois de novembre. Il faisait l'aller-retour entre Amos et Val-d'Or. Il transportait d'abord et avant tout des passagers. Il faut se dire aussi que ça prenait 6h30 faire le voyage de Amos, parce que ça partait toujours de Amos jusqu'à Val-d'Or. Lors de ce voyage-là, les passagers pouvaient soit admirer le paysage, soit prendre un bon repas grâce à la cuisinière et son aide. Et il y avait une salle à dîner dans le Cisco, entre autres, oui. Et il y avait 5 cabines où les gens, avec un petit supplément, pouvaient aller se reposer. Ah, ben oui. Ben, 6h30 quand même, c'est long. Là. Vous faisiez ça du jour, en général? Oui. Fait que le 6h30 du jour. Puis ça, c'est un rêve que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont caressé ici à Amos pour de recréer un beau bateau de ce type-là, faire 6h30 de navigation. Une petite croisière à Amos-Val-d'Or. Restaurant, ouais. tout ça, ça serait magique. Donc, et pour reprendre, la marchandise. Donc, le SS Cisco, comme on le dit, était affilié exclusivement à la mine Cisco pour amener tout le matériel. Mais avant que le Sullivan arrive, il allait jusqu'au quai de Sullivan aussi. Donc, il transportait de la marchandise, donc des matériaux de construction, de la machinerie, des effets d'approvisionnement. Et dans les effets d'approvisionnement, de ce que j'ai lu, il y avait des barils de pétrole. Oui. Mais d'ailleurs, je pense que le SS Cisco, pendant les 10 premières années, c'est lui qui a carrément bâti... pas lui qui a bâti, mais il a approvisionné pour le développement de la mine Cisco. En fait, il y a beaucoup d'informations sur le Cisco dans les livres d'histoire de Val-d'Or, parce que la mine Cisco est à Val-d'Or. Et moi, ce que j'ai lu, c'est que, naturellement, tu as le bateau, le Cisco, qui arrive à une berge, mais il n'est pas à la mine, là, il n'est pas sur le bord d'un lac. Et donc, ils ont fait des longs, disons, trottoirs de bio, parce que les équipements de mine, c'est lourd, là. Tu sais, il y a un shaft de mine, puis il y a des affaires. On parle de poutrelles d'acier, des trucs très lourds. Et d'ailleurs, il y avait une grande capacité de cargaison. Le capitaine va nous le dire plus tard. Donc, ils ont fait justement à la sortie du bateau un grand chemin de biobois pour pouvoir rouler l'équipement jusqu'à la mine Cisco, qui était quand même sur une île, mais pas sur le bord. Fait que c'était quelque chose. Mais il ne faut pas oublier, oui, on parle de livraison aux compagnies minières, mais il y a aussi pour les prospecteurs. Oui. Les marchands, bien sûr, et les travailleurs qui sont établis avec leur famille. Mais, en 1933 et 1934, il faut savoir que le vapeur transportait chaque semaine pour toute la production de l'or de la mine Cisco. Donc, il ramenait à Amos la production d'or qui était mise dans la cabine du capitaine. Puis il était transporté par train par la suite vers Toronto ou Montréal? Probablement. Québec. Je pense que c'est la Banque royale du Canada qui conserve les lingots d'or. Et après ça s'en va dans des pays gouvernés par des tyrans ou des... Bon, en tout cas, c'est une autre histoire. Mais, bref, on la voit jamais, cet or-là. C'est ça pour dire, elle est enfermée dans des coffres. Mais c'est très... faut se replonger à l'époque parce qu'il n'y avait aucun chemin qui se rendait à Val-d'Or. C'est que c'était vraiment la voie principale. Puis d'ailleurs, on l'appelle la voie principale parce que c'est la voie principale depuis des millénaires, la Ricana. Est-ce qu'on en connaît un peu plus sur cette question de la voie principale sur l'eau? Comme on en a parlé, le nom Arikana, de toute façon, est un nom algonquin qui aurait été un peu déformé avec la prononciation. Puis c'est justement ça. Ça signifie la route principale sur l'eau parce que c'était une rivière qui était beaucoup empruntée par les différents clans de la grande famille algonquine pour justement aller se retrouver ou pour repartir l'hiver pour aller dans les terrains de chasse, tout ça. Donc, c'est une espèce d'autoroute. Puis c'est pour ça que des fois, on utilise le mot fleuve. C'est pas concrètement un fleuve parce qu'il ne se déverse pas dans une mer, mais dans le sens que c'est gros, c'est central et c'est vraiment à partir de là qu'il y a beaucoup de petits réseaux de rivières. Donc, ça fait très longtemps qu'on connaît sa position très stratégique au niveau de la géographie. Et qu'est-ce qui se passe en 1936?
Ben, malheureusement, il y a la construction de la route entre Amos et Val-d'Or. Donc, on commence à cheminer par la route. Mais ça fait juste diminuer la navigation. Ça ne l'arrête pas complètement. Okay. C'est vraiment, quand on a fait l'embranchement du réseau ferroviaire de la section Santerre-Val-d'Or en 1937 et Val-d'Or-Rouen en 1938, où est-ce que là, c'est la fin de la navigation. C'est que tu dis malheureusement... heureusement pour bien du monde aussi. Heureusement pour bien du monde, mais ça reste quand même que l'activité de navigation s'est arrêtée. Ça sonnait le glas à quelques capitaines pour dire on n'a plus besoin de vous. Oui. Il y a quelque chose de romantique quand même dans la navigation parce que les un histoires de capitaines. Oui, on a tout un univers qui... Puis là, on ne rentre pas dans la piraterie, mais il y a quelque chose, oui, comme tu dis, de très beau dans cette image-là, de prendre son temps, de naviguer au grand air. Mais on comprend aussi les Amosois, il y en avait beaucoup qui devaient avoir à aller à Val-d'Or. Mais là, 6 heures, coucher là, revenir le lendemain. Quand l'auto est arrivée, c'est sûr que tout le monde a sauté dans son char. Là. On ne peut pas vraiment être fâché après eux autres, là, parce que c'était très, très, très long. Et c'est ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens aussi qui s'étaient installés dans plein de petits villages tout le long de la rivière. Donc, c'était très pratique pour eux autres d'être libres en auto et de ne pas dépendre de l'horaire d'embarquement du bateau. Et là, on t'a dit, on a sonné le glas à l'époque de la navigation, mais qu'est-ce qui est arrivé avec les bateaux? Ça ne s'est pas éteint du jour au lendemain? C'est pas disparu, ces bateaux-là? Oui? D'une certaine manière, on les a coulés. Oui. Pas coulés, là, mais ce qui est arrivé, comme le Cisco, il s'est retrouvé en cale sèche en 1938. Vraiment, c'est vraiment le 38 est la date fatidique. Okay. Puis ça faisait juste 9 ans qu'il était en utilisation quand même. Donc, après ça, là, on le met en cale sèche. Il est devenu tour à tour un restaurant pendant 2 ans de temps. Et par la suite, un poulailler. J'ai pas la période de combien de temps ça a pris, mais en fin de compte, le capitaine décide de le détruire puis de le prendre comme bois de chauffage après ça. Moi, là, quand je pense à cette scène-là, je me dis, imaginez, là, c'était un homme très fier, le capitaine. Puis si on l'appelle capitaine, tantôt, tu mentionnais, Geneviève, que tout le monde à peu près avait son bateau. Tu étais sur le bord de la rivière, tu avais ton bateau. Mais le capitaine, c'était un vrai capitaine. Il y avait une formation maritime, navale, je crois, dans le bout de Québec ou Lévis. C'est pour ça qu'on l'appelait Monsieur le capitaine. C'était pas un gars qui avait un bateau, c'est un gars qui avait une formation. Donc, moi, des fois, je m'imagine, tu as navigué pendant 10 ans, tu l'aimes, ton bateau, c'est lui qui l'a construit de ses mains, et ça finit que tu le sacs dans ton poêle à petits coups de cordée. Moi, je me disais, ça devait être triste dans son cœur, ce petit bout-là. Mais il est en cale, proche de chez lui. Ouais. Fait que ça doit être pour ça qu'il l'a converti en bois de chauffage à fin. Ouais. Concernant le Sullivan, oui. Il a juste été en fonction 2 ans. Donc, une fois qu'on a décidé qu'il ne servait plus à rien, on lui a enlevé ses 2 moteurs diesel. On l'a remorqué jusqu'à Rivière-Eva pour en faire un restaurant. Mm-hmm. Puis une fois que, ça ne sert plus à rien, ils l'ont ramené à Amos. Puis, faute d'entretien, il a coulé à côté du Saint-Louis. Ah oui. Ouais. Fait que là, il y a 2 épaves de bateau en avant de la maison Autier. On a un petit cimetière marin. En fait, j'ai plus ou moins le nom de la rue. Je ne sais pas si je dois le dire. Oui. C'est la 12e avenue. OK, c'est... OK. Oui, c'est à ce niveau-là. Pas loin de chez L. Janson, là. Tu sais, le parc du Capitaine Hiergeau, c'est à peu près dans cette zone-là. Entre la marina et le fameux pont de fer, c'est là que ça... Oui. C'est beau. C'est bon à savoir, ça. Bientôt des visites maritimes. Mais vu qu'on a une rivière qui n'est pas transparente, il est impossible pour nous d'avoir un aperçu de ces bateaux-là. On peut se l'imaginer. Est-ce que je me trompe? Mais il y a une ancre qui est au restaurant. L'entourage. C'est l'ancre du Sullivan, je crois, qui est là. Ou du Cisco. C'est-tu, Bruno? Non, c'est Cisco, me semble. C'est Cisco? Ouais, quand on va tanker là, vous regarderez là, entre la route puis la tank à gaz, finalement, il y a un ancre, il y a une plaque. Puis c'est ça, j'hésite entre les 2 bateaux, mais il y a un bateau qu'on a réussi à garder l'ancre. Ça se peut, mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de traces écrites, comme quoi il y a des artefacts qui proviennent d'eux. Puis comme je disais, il faudrait faire des fouilles archéologiques pour aller chercher quelque chose dans les 2 bateaux, mais ça prend des permis en particulier, des plongeurs assermentés. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, là, il y en a énormément des sites archéologiques au Québec. Oui. Donc, il faudrait
allumer du monde là-dessus, puis on pourrait éventuellement Faudrait trouver les des titiller. belles choses là-dedans, franchement. Là. Ouais, Et on pourrait peut-être découvrir un monstre dans les abysses de l'Arikana, puis en faire, comme au Loch Ness ou même Frémagogue, un gros capital touristique. Oui. Là. Moi, je dis qu'il y a du potentiel. En à fait aller tu là, ris, là. mais j'ai déjà vu un monstre dans l'Arikana, d'ailleurs. Hein? Ben, moi, quand j'étais jeune, il y avait des monstres dans l'Arikana, mais on ne se baignait pas dedans. Hein? Comme on l'a dit tantôt, les égouts avant, Fait que c'était ceux direct que dans ça la rivière. intéresse, il y a des monstres à Amos dans la rivière Arikana. Parlons maintenant du capitaine Hiergeau. Le capitaine Hiergeau, il y a une descendance ici, il a vécu ici longtemps. Donc, d'où vient-il? Comment est-il arrivé? Est-ce qu'on le sait, ces choses-là? Ben, en fait, on sait qu'il vient du bas, d'en bas, en fait, de la ville en particulier, pas précisément. En tout cas, moi, je n'ai pas lu. Je ne la sais pas par cœur l'information, mais je l'ai déjà trouvée sur des sites de généalogie. Là. Ah, c'est sûr. Oui, celle-là, je l'avais trouvée, mais je ne la rappelle pas par cœur. Mais on a une description qui a été faite par son petit-fils. Donc, lui, il le décrit comme étant de forte stature, une force de la nature, un bourgonneux mais au grand cœur, hein, avec une touche de force herculéenne. Quand même. Il y avait quand même du front. Il y avait quand même du front, ce personnage-là. Oh, non? oui, c'est pour ça. Les gens, il y avait certaines personnes qui trouvaient qu'il faisait peur parce qu'il était bourgonneux, tu sais. Mais il savait reconnaître quand même quand quelqu'un faisait quelque chose de bien, il le reconnaissait. Mais tantôt, on parlait justement de formation à Lévis. Moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'il a fait ses qualifications au bureau de la marine à Montréal, en touchant toutes les étapes, donc maître, second maître et capitaine. C'est très, très, très possible. Et il faisait pas juste transporter de l'équipement de mine puis des gens sur son bateau. Il paraît qu'il a même, pendant une certaine période, fait le trafic d'alcool. Ça, j'ai pas de traces. Moi, j'en ai. C'est vrai, ça, Véro? En fait, le surnom de Monsieur le Capitaine, c'était Caribou. Capitaine Caribou. Parce que du caribou, ben c'est de l'eau de vie, hein, c'est du gros fort. Et donc, on était dans une époque de prohibition d'alcool, mais les rumeurs disent que, justement, quand il s'en allait à Val-d'Or, il amenait de l'alcool. Probablement que les autres bateaux le faisaient aussi. C'était Capitaine la Caribou. seule façon d'amener du stock, de toute façon, à Val-d'Or. Là. Exactement. Donc. Puis Val-d'Or, Dieu sait qu'il avait besoin de ça. Ah oui, mais l'alcool, ça roulait sur l'or puis sur l'alcool. Salut mes amis de Val-d'Or. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on n'a pas une preuve qu'il l'a fait, mais son surnom était Capitaine Caribou dû à peut-être le trafic illégal de l'alcool. Mais c'est pas la seule anecdote qu'on a sur le personnage. Non, on est chanceux quand même d'avoir... Parce que les autres célèbres conducteurs de bateaux, on en sait moins, mais on a quand même beaucoup d'informations sur le capitaine. On veut en savoir. J'en ai pas beaucoup, moi. Je vous en raconte quand même une. C'est une mésaventure que son petit-fils a vécue. Lorsqu'il faisait un voyage jusqu'à Val-d'Or, il transportait 2 chalands en arrière, donc c'est 2 structures pour transporter la marchandise. Son petit-fils était sur le 2e au gouvernail en arrière. La tempête se lève sur le lac. Beaucoup d'eau, beaucoup de vent. Le chaland il prend de l'eau. La pompe ne fonctionne plus. Tout d'un coup, les câbles se tendent, cassent. Le chaland est en train de dériver. Le capitaine, il fait comme des signes à son petit-fils, de dire « Je vais venir te rechercher une fois que le premier chaland il va être en sécurité. » Donc, le capitaine s'en va, mais ça fait 5 heures que l'autre est en train de dériver. Après 5 heures, il récupère son petit-fils. Le chaland, mais une partie de la marchandise a coulé au fond. OK. Mais ça, c'était sur quel lac, tu le sais-tu? Parce que les lacs, quand le vent pogne en Abitibi, sur les lacs, la grandeur des lacs qu'on a, là, je ne sais pas si vous êtes déjà resté pris sur un lac en bateau, en chaloupe, en ponton. Quand ça décide de se lever, tu as peur. C'est le lac Malartic. Ouais, ça peut faire des gros un des plus grands. Je suis contente de savoir que le capitaine a choisi de sauver son petit-fils et non pas la marchandise. Je suis vraiment contente de savoir ça. Mais, autre fait aussi, l'été, sur le bateau, les gens se réfugiaient dans les cabines. Pourquoi, vous pensez? Les maringouins? Ouais. C'était pas à cause... C'était à ce point-là impressionnant que c'était noir. Les gens se réfugiaient à l'intérieur, pas à cause des averses, pas à cause du mauvais temps, à cause des mouches. Ça, c'était payant pour monsieur le capitaine.
Ouais. Amos Desescars aurait dû vendre des petits produits chasse-moustiques. Il aurait pu créer Sur le un bord de la empire. rivière. Ouais. Oui, vas-y. Aussi, Oui. quand les premières gelées arrivaient, les premières neiges, ils devaient répandre du foin sur les ponts. Sinon, les vagues, quand ça rejette de l'eau, ça glaçait. Ça gelait. Oh. Mais même avec le foin, il fallait qu'ils fassent attention, sinon ils pouvaient se retrouver par-dessus bord. Ah ouais. Ouais. Aïe, aïe, c'est une autre époque, hein? Oui. Dans un livre de l'histoire de Val-d'Or, on parle, il y a une espèce de témoignage de la cuisinière qui était sur le bateau de M. Cisco. Pas M. Cisco, du capitaine. Et on disait que si les gens, là, pas les travailleurs, mais les gens qui avaient allé faire de la visite de la parenté ou tout ça, préféraient ne pas utiliser de voyager sur le Cisco parce que c'est un bateau qui était très sale à cause justement des équipements de mine, alors que, par exemple, le Sullivan était beaucoup plus propre. Alors, les notables et les bourgeois préféraient les autres bateaux que celui du capitaine. Moi, j'ai une anecdote aussi que j'ai lue dans un des livres d'histoire de Val-d'Or. La Bolduc, donc la célèbre Bolduc, elle est venue en Abitibi. Naturellement, tous les artistes qui venaient ici arrivaient par train à Amos et on les emmenait ensuite à Val-d'Or parce qu'il y avait des bars, des hôtels et il y a eu des grandes vedettes qui ont fait des performances. Entre autres. Et donc, la Bolduc venait et elle embarquait sur le bateau du capitaine. Et comme on dit, le capitaine était bougonneux. C'était pas Monsieur Sourire. Et selon la cuisinière, elle a dit... La Bolduc a chanté sur le bateau, a poussé la turlute et que ce serait la seule fois de sa mémoire qu'elle a vu le capitaine esquisser un coin de sourire et faire quelques petits pas de claquettes. On ne l'a jamais vu aussi heureux, le bonhomme. Merci, la Bolduc. Et finalement, quand son bateau a été défait, le capitaine Hiergeau a continué de rester en Abitibi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a ouvert un restaurant qui a duré 2 ans. Mais en plus, il s'est impliqué dans la communauté, principalement dans la paroisse de Sainte-Thérèse, où est-ce qu'il était rendu le gardien de l'église. Oh! Oui. Il faisait, bien sûr, il disait, vous êtes en retard, ou il fermait les portes. Alors non, c'était à ce point-là. Puis un vrai capitaine de navire. Oui. Puis après ça, il allait même collecter l'argent pour les bancs. Qu'est-ce qu'il faisait? De ce qu'il disait, là, c'est que ceux qui n'avaient pas payé, là... Il shakeait le panier de champ. Oui, ouais. il disait, Fait que là, la personne était comme gênée. Puis les autres trouvaient ça drôle en arrière. Tu sais, ils disaient... Chose bénie cheap, hein? Fais pas ton cheap. C'est ça, tu vois... Et moi, j'ai entendu une anecdote où il a pris justement un citoyen, puis il faisait le petit panier de la quête, puis il checkait ça. Fait que là, j'ai pas d'argent, tout ça. Et le citoyen, pour se venger à la messe suivante, est arrivé avec tout son petit change, puis t'as rempli le panier juste pour signifier au capitaine, tu m'as shakeras plus ça en tour du nez devant tout le monde. Donc, son attitude de capitaine, sa personnalité... stricte, bougonneuse. Il l'a gardé à travers ses implications au niveau de l'Église. Il paraît qu'il n'aimait pas beaucoup la jeunesse. Il n'aimait pas que les jeunes filles et les jeunes garçons se touchent la main, se tiennent ensemble, tout ça. Donc, il faisait peur à la jeunesse. Les jeunes se sauvaient de lui. C'est un peu le gardien de la moralité aussi. Mais même en pleine messe, il pouvait faire un rappel à l'ordre aux jeunes alors qu'ils étaient assis avec leurs parents. Tu sais, il était en arrière. Lui c'était celui qui était en arrière de l'église, sur le plus haut banc. Fait qu'il y avait une vue d'ensemble. Oh mon Dieu. Puis il checkait les centimètres de rapprochement. Non, mais t'imagines-tu, tu te fais reprendre par le capitaine, mais toi, t'es là, le père puis la mère de famille, puis en tout cas, ça c'est quelque chose, parce que tout à l'heure, on va écouter la scène avec le capitaine Irénée Hiergeau. Et vous allez tout comprendre. Dans la scène, on dit pas tout, parce que le personnage se promène à travers le circuit tout au long du spectacle. Et il y a beaucoup d'improvisation. David est excellent en improvisation, puis les spectateurs adorent l'étriver. Donc, souvent, il va répondre des choses, mais une des phrases qui revient souvent, c'est « Sapristi de jeunesse! » Et c'est justement, je ne sais pas si dans
le monologue qu'on va entendre, on l'entend, cette phrase-là, mais ça revient souvent durant le circuit. Puis surtout, les plus petits comédiens vont souvent l'agacer aussi. À ce propos, on est allé faire le spectacle d'Amos vous raconte une année au Jardin du patrimoine, vraiment, pour les personnes âgées qui ne peuvent pas physiquement faire le circuit marché. Et c'était vraiment le fun parce qu'après la représentation, on parle justement avec les aînés. Et il y a une petite dame qui arrive, elle est très âgée, elle est dans les 80 ans, et elle va voir David, puis elle dit « Ah, ben vous, monsieur le capitaine, me reconnaissez-vous? » Et David joue le jeu, il fait « Ben ouais, certain que je vous reconnais. » Elle dit « Quand j'étais petite, j'allais sur le bord de la rivière avec mes amis, puis on vous lançait des roches, puis on vous criait des noms. » Et David, très bon enfant, qui fait « Oh oui, me rappelle très bien de vous. » Et qui rentre dans l'histoire. Et quand on a su cette anecdote-là, moi, je l'ai trouvée savoureuse. Et donc, on a inclus dans le spectacle qu'on a plein d'enfants sur le bord de la rivière qui s'amusent à le faire fâcher, faire pogner les nerfs, parce qu'il était sur le bateau. Fait qu'il ne pouvait pas descendre puis venir leur botter le derrière. Alors, c'est le fun quand les gens nous racontent justement des petites anecdotes comme ça. On aime ça les intégrer. Autre anecdote, très courte, mais il y a plusieurs membres de la famille Yergeau, d'après moi, des descendants du capitaine, qui nous écrivent sur Facebook souvent sur le personnage, puis ils rient beaucoup de voir le personnage. Souvent, on le met en scène dans d'autres contextes parce que c'est tellement riche comme rôle qu'on s'en sert à toutes sortes de sauces, mais il y en a beaucoup, je pense, il y a beaucoup de descendants en Abitibi. Et d'ailleurs, nous allons plonger dans cette scène dans quelques instants. Est-ce qu'on avait des références historiques qu'on peut lire? Parce Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment dans les petites gazettes, les gazettes du Nord faites par la Société d'histoire, maintenant aussi dans le livre du 100e. À ma connaissance, à moi, il n'y a pas d'ouvrage spécifique sur la navigation ou même sur l'histoire d'un bateau. Hein, on lance l'appel s'il y a un auteur qui a le goût de couvrir le sujet, mais sinon, c'est vraiment dans on a toutes les mêmes sources, hein, en fait. Société d'histoire. Oui, c'est principalement nos fonds d'archives. Ouais. On a une entrevue, justement, du petit-fils, donc Gérard Yergeau, qui nous a raconté la vie de son grand-père. Mais aussi, on a un petit film audio, en fait, sur la navigation. Okay. Mais c'est tout ce qu'on a. Ouais. On n'a pas grand-chose. On a très peu de photos aussi même, hein, du Cisco et même du capitaine. Moi, j'en ai vu 2, je crois, puis on voit même pas le bateau complet. Donc, il n'y a pas beaucoup de témoignages de cette époque-là. En tout cas, au niveau des bateaux, là... On en a quelques-unes, des photos, mais pas... On n'a pas une tonne. Une tonne. Disons que si on en a 4-5, c'est déjà beau. Puis même du capitaine, je pense qu'on a juste une photo de lui. Oui, puis elle était assez floue. C'est assez difficile de voir c'était quelle... C'est une belle source d'inspiration, bref, ce capitaine et toute l'époque de la navigation en Abitibi-Témiscamingue. Et d'ailleurs, il n'y a peut-être pas grand-chose d'écrit, mais au moins, on l'a personnifié dans le circuit Amos vous raconte son histoire. On vous présente ça dans quelques secondes. On vous revient tout de suite. Nous interrompons votre programme pour nos annonces commerciales. Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire totalement gratuitement à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur Noroto Nissan, qui saura vous trouver les véhicules appropriés. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de l'Abitibi, la ville de l'avenir longée par la majestueuse rivière Aricana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation aurifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de 3 projets miniers près de Lebel-sur-Quévillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Imprimerie Aricana, les experts de l'impression et des objets promotionnels en région. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et Bao Média. Merci également au Cinéma Amos. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement web
développement de sites et d'applications qui offrent des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protect, au centre du camping d'Amos et la Sarre, PME Inter, Notaire Abitibi, Remorquage Belleville, Raymond Chabot Grant Thornton, Canadian Tire d'Amos, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. De retour à votre programme principal. Problème le dossier? Inquiétez-vous pas, j'en ai vu d'autres. Café? Laissez nos experts prendre soin de votre entreprise. Véronique Filion, auteure du circuit Amos vous raconte son histoire et co-conceptrice. Dis-moi, parle-moi un peu de ton personnage du Capitaine Hiergeau, s'il te plaît. Bien, c'est sûr que théâtralement, c'est un personnage que je dirais coup de cœur parce que, comme on le sait, c'était un personnage fort, costaud et il connaissait son affaire. Et il y avait quand même une bonne voix, une bonne carrure et il était bougonneux. Donc, ça en fait des qualités pour vraiment faire un personnage super le fun. Et j'ai lu Moby Dick, c'est quand même un roman très connu de Herman Melville. Alors, il dit « Mieux vaut naviguer avec un bon capitaine ombrageux qu'avec un mauvais capitaine hilar. » Donc, il était très sérieux. Mais le capitaine, donc, c'est un personnage, tout d'abord, je l'ai trouvé dans les premiers personnages quand j'ai commencé à écrire le circuit. De toute façon, c'était incontournable de parler de la navigation. Ça n'a pas duré longtemps, 10 ans, mais ces 10 ans-là étaient tellement cruciaux. Et rapidement, avec David, a commencé à travailler ce personnage-là et il n'a jamais changé d'interprète. Ça a toujours été David qui l'interprète. Et ce qui était le fun, c'est que David aussi, dans la vie, a une bonne carrure, une bonne paire d'épaules, une voix tonitruante. Donc, écoute, on dirait que c'est la réincarnation du Capitaine Hiergeau. Je pense qu'on peut facilement s'imaginer qu'il aurait l'air de ça. Donc, je trouvais ça important de prendre lui. Je trouvais ça le fun aussi de prendre son bateau Cisco. Ça faisait un beau lien avec le développement futur de Val-d'Or. Donc, c'est ce qui a motivé mes choix. Et c'est lors du spectacle, quand on assiste au circuit, donc on se retrouve sur le bord de la rivière. Ouais. Après quelques années, on a installé des estrades. On a passé plusieurs scènes sur le bord de la rivière à ce moment-là parce que c'est vraiment magique avec le soleil, souvent presque à peu près à 35 minutes de se coucher. Souvent, le train passe pendant la scène du capitaine et on le voit, on se salue. Ouais, c'est très le fun. Et c'est comme une pause relaxante et on rit beaucoup sur le bord de la rivière. On vous entend rire de loin. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est si drôle? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce personnage-là? Oui, parce qu'il n'y a pas de blague. Le capitaine, il n'est pas drôle, mais il fait tellement faire le saut au monde que c'est ça qui en vient drôle. À un moment donné, il pose une question au public, puis comme ça fait déjà 45 minutes qu'ils ont appris à ne pas intervenir, ben ils disent rien. Mais lui, il attend sa réponse. Puis là, souvent, il arrive proche d'une personne. Souvent, il va choisir une personne âgée ou quelqu'un dans la lune. Puis là, il arrive à 2 pouces de la personne, puis il sort « Hey! » bien fort, puis il pointe. Puis souvent, la personne, elle step. Hey, là, on rit. C'est vraiment drôle. Les enfants, des fois, ils s'approchent. Tu vois les enfants qui se reculent vers leurs parents. Moi, j'aime bien raconter à Amos après que c'est la meilleure gardienne en ville, que tous les parents l'aiment, puis que si tu veux avoir quelqu'un pour dompter tes enfants, c'est le capitaine. Ce qui fait rire aussi, c'est que ce qui était particulier de lui, c'est qu'il exigeait vraiment qu'on l'appelle Monsieur le Capitaine.
C'est super important pour lui. Donc, il se présente. Il dit, je m'appelle Irénée Hiergeau. Mais je ne suis pas le capitaine Hiergeau. Je ne suis pas capitaine, c'est monsieur le capitaine. Et il faut que ça soit dit. Puis, il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui s'essaye et qui fait « Compris, capitaine ». Et là, il sort toujours une menace. Donc, ça fait beaucoup rire parce que, dans le fond, il fait peur aux gens puis il s'amuse un petit peu à les faire sursauter. Puis c'est pour ça qu'on rigole. Et il n'a pas peur de remettre le monde à sa place, mettons. Je vous mets au défi, si vous nous écoutez ou nous regardez, ceux qui ont déjà fait le saut ou qui ont une anecdote particulière en lien avec le capitaine Hiergeau, écrivez-nous. Racontez-nous ça. Ça serait vraiment intéressant parce qu'on a dépassé la centaine de représentations. Donc, il y a au moins 100 personnes qui se sont fait apostropher durant le circuit par le capitaine. Et même maintenant, c'est des embarcations de plaisir, de plaisance qu'on a. Fait qu'on a souvent, des fois, un ponton, un bateau qui vient accoster au Petit Quai des Jardins. Justement, pendant le bout, on a maintenant la famille Turcotte qui raconte leur épopée et le capitaine. Donc, il y a vraiment du public dans l'eau et sur terre pour ce petit instant-là. Ça attire l'attention. Ouais. Et là, depuis quelques années, au moins depuis 5-6 ans, on a une idylle qui se dessine au début du spectacle quand on rencontre le capitaine. Avec Marie-Louise Boucher. Bien, le capitaine a eu une première femme, Émilie Lausière, avec qui il a eu, je crois, 6 enfants de mémoire. Pardon si j'en ai oublié. Et après ça, il y a eu un deuxième mariage, mais il était assez âgé quand il a épousé Marie-Louise. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Et nous, dans notre spectacle, on a 2 commères qu'on appelle les bitches, parce qu'ils représentent finalement les langues sales, le commérage qui n'a pas d'allure, qui peut se faire des fois dans des petites villes. Donc, elles sont toujours dans toutes les scènes, puis finalement, font des commentaires. Et on a commencé justement, donc Marie-Louise, qui est une des commères, laisse tomber son petit mouchoir parce qu'elle trouve qu'il y a quelque chose, ce monsieur-là. Et là, donc lui vient ramasser le petit mouchoir. Puis là, le petit Amos trouve ça, qui pourrait tomber en amour avec le capitaine ou encore avec Marie-Louise. Et on les revoit plus tard. L'idylle comme ça se tricote au fond du circuit. Puis ça va justement culminer avec la scène de l'église du mariage où on assiste avec le mariage du capitaine et de Loulou, comme on appelle. Et c'est très drôle parce que justement, même au mariage, il garde son attitude. Et puis, même à son propre mariage, il fait des gros yeux puis le monde a intérêt à se tenir tranquille. Puis, ça illustre exactement ce que tu as dit tantôt. Il est dans l'église, puis il replace le monde qui ne sont pas à leur place. C'est vraiment drôle. Puis c'est quand même, comme spectateur, le feeling qu'on a, c'est qu'on aime l'haïr, là, parce que des personnages haïssables au théâtre, on s'attache à ça. Oui. Fait que le capitaine, on s'y attache énormément. Puis là, on assiste, c'est sa célébration à lui. Fait que c'est un peu absurde, mais on a bien du plaisir. Puis c'est un beau moment aussi du spectacle où on peut photographier tout le monde, la troupe en avant, dans les marches du chœur, en fait. Puis ce qui était le fun avec la cérémonie du mariage, puis le fait qu'il flirte un petit peu avec Loulou, ça nous a amené une autre dimension. Tu as parlé que son petit-fils le décrivait, oui, comme quelqu'un de bougonneux, mais qui avait quand même un grand cœur, tout ça. Donc, toute cette idylle-là nous a permis de montrer un autre côté de lui, d'un homme qui a des sentiments, qui a une certaine tendresse, tout ça. Donc, c'est le fun de justement aller voir une autre façon de le voir exprimer ses sourcils. Un petit mot peut-être avant d'entendre la scène sur notre acteur David Hébachère qui est là depuis le début, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait, c'est quoi la relation qu'on a dans le fond avec David Hébachère ou qu'il a avec le circuit? Bien, David est embarqué dans la première année du circuit. Il est toujours avec nous, mais c'est quelqu'un qui, maintenant, aujourd'hui, étudie en théâtre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il veut faire de son métier. Il terminait son secondaire 5, si je me rappelle bien. Oui, il était jeune, mais déjà costaud à l'époque. Maintenant, il a de la barbe, donc ça donne une profondeur au personnage. Et c'est drôle parce que David, il dit que pendant l'été, là, quand il s'en va lui-même à l'épicerie, au dépanneur, là, le monde le reconnaît, puis il l'appelle Monsieur le Capitaine tout l'été. Là. Il aime bien ça, David, parce que tout le monde se rappelle de son personnage. Donc, oui, il a commencé tout jeune et ça fait 10 ans qu'il le joue. Il le connaît tellement. Puis, tu sais,
Puis là, on triche parce qu'il fallait recréer un peu l'uniforme, parce qu'on sait que le capitaine Hiergeau était très, très fier de son uniforme. Oui, parle-nous-en donc de l'uniforme. Qui avait des galons, des boutons dorés. Puis j'imagine que c'est un peu comme dans l'armée. Tu vas avoir des grades, en tout cas, des écussons, des choses comme ça. Et qu'il le portait. Malgré qu'il ne voyageait pas en bateau, il a continué pendant des années à porter son uniforme, puis il exigeait que les gens en ville l'appellent Monsieur le Capitaine. Et donc, David, naturellement, on n'a pas le vrai costume de l'époque, on l'a patenté. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il fallait absolument avoir une casquette. Et on a triché parce que notre comédien, il n'y a pas juste une carrure d'épaule, il y a toute une tête. Donc, il a fallu mettre des élastiques. En tout cas, il a fallu tricher le costume, puis on essaie de ne pas le montrer de dos parce qu'il y a des petites tricheries. Je tiens quand même à souligner le fait que c'est Emmanuelle Tanguay, la conceptrice originale des costumes d'Amos vous raconte son histoire. Et donc, tous les costumes originaux de l'année 1 ont été conçus par Emmanuelle. Mais depuis ce temps-là, on a eu plusieurs collaboratrices qui ont pris la relève et qui ont dû raccommoder et refaire les fameux galons dorés, les fameux boutons qui pouvaient tomber, la fameuse casquette. Mais quand même, la base est la même. Puis, parce que oui, le costume a été beaucoup porté et fort heureusement, il n'est jamais tombé dans la rivière. Parce que souvent, quand nous, on arrive, le public, David, il est assis sur le petit quai des Jardins puis il fait semblant de pêcher. Ah oui, puis l'année qu'on n'avait pas de fil à pêche, on se l'est fait dire par tout le monde dans le public. Tout le monde lui a fait un petit call. Et des fois, quand les bateaux passent, il y a des vagues. Et il y a un moment donné là, que David s'est levé debout. Là, il a failli tomber à l'eau, mais devant tout le public. Puis là, plus personne veut écouter ce qui se passe. Puis là, il est sur son petit quai, là, puis ça brasse. C'est étonnant qu'il n'ait pas fini dans l'eau. Mais par contre, David a toujours dit, parce que les petits comédiens sur le bord de l'eau qui s'amusent à l'étriver, il m'a toujours dit, Véro, au dernier show, je peux-tu en prendre un, puis sacrer pour vrai dans l'eau. Puis là, ben moi, je voulais pas, parce qu'il voulait toujours prendre mon fils. Puis comme on sait qu'il y a bien des patentes dans la rivière, il voulait pas. Mais ça, c'est son rêve à David. Ouais. Je pense que le dernier spectacle, il y a quelqu'un qui se ramasse dans l'eau. Ou un mannequin. Non, David n'aura aucun plaisir. Je pense qu'il tient vraiment à acheter un être humain. Le problème, Véro, c'est pas juste toi qui voulais pas, c'est qu'on ne sait jamais c'est quand le dernier show, parce qu'on depuis le temps, on reprend la saison suivante parce que le spectacle demeure très populaire, puis on n'ose pas mettre fin à cette belle aventure non plus. Donc, on verra peut-être en 2022. Un jour, ça va arriver. Parce qu'il menace tout le temps les jeunes de les accrocher au mât ou à son ancre. Fait que... Mais attention, parce que les enfants de l'année 1 sont rendus grands eux aussi. Oui, moi, si c'était lui, je changerais de gang, c'est vrai. Ils ont beaucoup grandi, ces petits-enfants-là. Donc, simplement, vous présenter les deux acteurs qui vont nous faire la lecture. C'est Véronique Filion dans le rôle d'Amos Desesquers et David Hébachère dans le rôle de Monsieur le Capitaine Irénée Hiergeau. Voici la mise en lecture de la scène de la navigation tirée du circuit Amos vous raconte son histoire. Capitaine Hiergeau, si vous avez le vent en poupe, là, voudriez-vous... Comment tu m'appelais, toi? Capitaine? C'est Monsieur le Capitaine, OK? Je suis le capitaine Irénée Hiergeau. Tu m'appelles Monsieur le Capitaine. Pas Hiergeau, pas Irénée, pas Capitaine. C'est Monsieur le Capitaine, c'est clair? Oui, Monsieur le Capitaine. Mais je veux bien partager l'histoire de la navigation sur la Ricane. Parce que c'est une histoire unique et presque oubliée comme une épave, que moi, ben, je vais ressortir ça des abysses. Toi, jeune, t'as-tu ça, un bateau, une chaloupe, un ponton? Ben oui, c'est sûr que j'ai mon canot, voyons. Toi, tu dois faire partie du monde qui font du canot puis du bateau par divertissement pour te détendre puis voir du paysage. Ben, dans mon temps, là, c'est un des moyens de transport avec le train puis le cheval. La navigation, là, c'est pas un loisir de bourgeois, mais un incontournable dans le transport. Tout d'abord, Moussaillon, là, faut savoir que la Ricana, c'est l'une des plus longues rivières canadiennes qui prend sa source près de la ville de Val-d'Or. Avant de se jeter dans Bay James, ça prend un parcours de 553 km. Ben, sur ces 553 km, là, il y en a 170 qui sont navigables, ce qui en fait la deuxième plus longue voie navigable du Canada. Hey, c'est pas rien, ça, le jeune! 170 km navigables, c'est une galère! Vous savez,
En tant que vieux de Loup-Mer, j'ai entendu bien des histoires sur la signification du mot Arikana. Le peuple Abitibi-Winnie voyageait dessus en canot d'écorce, puis le mot Arikana viendrait du mot algonquin Nanikana, qui veut dire la voie principale. Le long Nanikana a été déformé par les missionnaires français pour Arikana. On voit bien que c'est pas d'hier que les Français comprennent tout de travers, hein, jeune? Selon une autre version de l'histoire qu'on m'a racontée, le nom vient du mot algonquin Anacona, qui signifie la route fluviale. Ben, Nanikana ou Anacona, voie principale ou route fluviale, ce qu'on sait, c'est que le nom d'origine, il vient de l'algonquin, puis que ça veut dire que c'est la route principale sur l'eau. On s'en mêlera pas d'un cordage, là. Non. Mais monsieur le capitaine, moi, j'ai déjà entendu du monde qui disait que ça voulait dire la rivière aux biscuits. Moi aussi, j'ai entendu cette histoire-là. Le pourquoi du comment qu'on pense ça, là, c'est aussi dur à savoir que le nombre de gouttes dans l'océan. Il y a un rapport avec les pierres de fée qu'on trouve sur les rives de la rivière Arikana, puis qui rappelle la forme d'un biscuit. Ces pierres de fée sont formées de sable et de limon, liées par du calcaire. Ça se serait formé lors du recul du fond glaciaire. Moi, j'en ai souvent des pierres de fée comme porte-bonheur que je mets dans mon sac. Tu sais, je suis un petit peu superstitieux, puis je prends pas de chance. Je me traîne tout le temps de pierres de fée. D'un coup que je tomberai à l'eau, que je vous rencontrerai, puis j'oublierai de dire monsieur. Ouais, mais faut pas que tu tombes à l'eau avec ça, parce que tu vas te retrouver dans le fond. Toujours est-il que la version de la rivière aux biscuits est bien cute pour les touristes, mais moi, je suis partant pour la définition de la route fluviale. Parce que quand les Blancs sont arrivés, là, on n'a pas utilisé l'Arikana pour faire du commerce de pierres de fée. Non! On l'a utilisé comme route. On savait que dans le sud de la province, la région était pleine de ressources, qu'on pense au bois, aux minéraux, à la terre. Mais comme l'Arikana coule vers le nord puis pas vers le sud, ben il fallait le train pour relier la région au reste de la province. Tchou-tchou! Sacré moussaillon. C'est le croisement entre le chemin de fer transcontinental puis la rivière Arikana qui a fait Camos 17. Un gros X là, sur une carte, ça attire naturellement les chercheurs d'or et les aventuriers. Les premiers camps, là, ils s'installent dans le début des années 1900 sur les berges de la rivière à hauteur des rapides. C'est des camps d'approvisionnement pour la compagnie qui construit le chemin de fer. Mais avant que la ligne ferroviaire soit raboutée, là, c'est par la rivière qu'on est arrivé au village. Même avant que ce soit un village, là, les frères Turcotte, ils savaient qu'il fallait passer par l'Arikana. En 1910, ils arrivent en canot avec leur famille, là, par l'Arikana, puis ils s'installent sur la rive ouest. Ils savaient qu'une belle ville allait être là, puis il fallait être là les premiers pour en profiter. Goutte à goutte, le village d'Amos y est né en 1914. C'est le train qui amène les gens, la nourriture, les marchandises puis les équipements, puis c'est par l'eau qu'on distribue tout ça. Mais la rivière, là, elle sert pas juste au transport des gens ou du stock, elle sert aussi à l'industrie forestière. Ouais, le développement d'Amos, là, dans les premières années, là, repose sur la construction du chemin de fer, la navigation et l'industrie du bois. Quand on construisait le chemin de fer national transcontinental, là, il y avait besoin de dormants. Rappelle-toi le jeune là, qu'on construisait le chemin de fer qui allait de Sainte-Terre jusqu'à la Reine, ça en prenait ça, des dormants. C'est des éléments d'extrême importance, comme un capitaine sur un bateau. Fait qu'il y en a qui ont vu une occasion de faire fortune. La prospérité, ici, là, elle passe par le bois. Nos forêts font bien rêver, puis notre sol avec. Vous savez, en 1922, là, à peu près, là, la compagnie de navigation d'Amos établit un service de navigation aux mines. La ruée vers l'or, le filon prometteur. Il y en a plusieurs qui y créent dur comme fer. Mais malgré toute la prospection qui saute autour d'Amos, ben, il y a très peu d'exploitation. C'est pas parce qu'on n'a pas cherché, hein. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a du monde qui cherche. Ok, oui. Mais, on s'en retrouve toujours le bec à l'eau, hein, le run? Ouais. Toujours est-il que c'est surtout par la navigation que la ville se ressent du développement minier. Ouais. Même sans mine proche, Amos est une plaque tournante des activités minières. À cause de la situation géographique et administrative. Non, mais c'est vrai, hein, parce que les prospecteurs et les gars de compagnie là, sont obligés de passer par l'Agence des terres et des mines qui délivre les concessions. Ouais, Timos. À la fin des années 1920, l'Arikana était le principal moyen de transport pour amener le matériel et la main-d'œuvre jusqu'aux mines qui s'ouvraient dans le bout de Val-d'Or. Ça roulait sur l'eau, sur l'or. Ça fait que moi, le capitaine Irénée Hergeau, j'ai construit en 1929 à Amos le SS Cisco. Le SS Cisco, là, il a navigué pendant 9 ans sur l'Arikana. C'était ma fierté, c'est mon œuvre. Toi, le jeune, tu dois bien savoir ce que ça veut dire, les deux S dans le nom.
Ouais, c'est Steamship. Ouais, le jeune. Mon bateau, là, c'est un bateau à vapeur qui fonctionnait au charbon. Ça m'a pris 1 an à construire mon bateau. Il y avait 2 étages pour mesurer 87 pieds de long à 18 pieds de large. Il était équipé d'une cuisine, d'une salle à manger, une chambre pour une 40aine de passagers. Une grande salle aussi, on était 10 atterrés sur le bateau. 15 heures par jour de la début mai jusqu'à mi-novembre, puis ça, c'était la saison de la navigation sur l'Elcana. Il y avait un ingénieur, un chauffeur, un gérant, un commis, un cuisinier, 4 matelots, et puis moi, le capitaine. Nous autres, là, on vivait sur 6 cours. On gagnait à peu près 60 piastres par mois, là, chez nous. C'est pas la mer à boire, mais ça met de l'eau au moulin, comme on dit, hein, Ron? Ah ouais. Le SS Cisco, là, faisait 3 voyages par semaine pour se rendre à Cisco Goldmine, Borge de Val-d'Or. Mais ça prenait 6 heures sans à Val-d'Or, puis 6 autres heures pour revenir le lendemain. En chemin, on s'arrêtait dans les paroisses de Lamotte, Saint-Mathieu, Sullivan, puis on embarquait le monde qui venait faire leur commission à Amos. La rivière était la route des résidents de ces villages-là, parce que grâce au réseau des lacs et rivières en Abitibi, il était possible de rejoindre tout ce beau monde-là par voie nautique. Ouais, il y avait un temps là aussi que la rivière Aricana foisonnait d'embarcations. Amos, c'est un vrai petit port en pleine forêt boréale. La Cisco Goldmine, là, c'était mon client le plus important, là. J'en transportais des employés puis des marchandises. Tu le sais-tu combien de tonnes je pouvais transporter puis stocker dans mon bateau, toi? Ben, 20, 30... 40 tonnes de marchandises, jeune. Une fois par semaine, j'emmenais 4 briques d'or. Il y avait un policier qui m'escortait dans ma cabine en arrière de la roue, puis je cachais les briques sous mon oreiller. Ben, c'est vous, la fée des dents. C'est ça, Moussaillon. Puis la fille, là, elle prend juste les dents en or, pas de lait. On va te faire un calcul ben simple, le jeune. Moi, si t'écoutes à l'école. À l'époque, là, l'or valait 35 piastres l'once, puis une brique d'or, ça pesait à peu près 500 onces. Fait que, d'après toi, quelle fortune que je transportais sur mon lit. 4 briques d'or de 500 onces à 35 piastres l'once, ça fait? Ça fait... 70 000 piastres, ça va compter! Je cachais 70 000 piastres en or sur mon oreiller. Tu comprends bien qu'il y en avait des policiers qui attendaient mon bateau au port de Moss, hein? Ouais. Je peux vous dire que ce petit cérémonial-là, ça impressionne pas mal la populace d'Amos, hein? Ouais. Ce fut des belles années. On travaillait fort au quai, là, mais pendant le trajet, quand le ménage était fait, là, ben, on pouvait aller dans une zone tranquille puis se reposer, respirer de l'air pur en se laissant voguer sur le fleuve Abitibien. Ouais, mais là, t'as peu, là, il y avait quand même pas de balises, là, dans ce temps-là, pour se diriger. Quand il fallait éviter les écueils, là, puis les zones d'eau peu profondes, là, on se guidait sur Épinette, une cape de roche, ou ben non, une grande. On croisait 2 points de repère, là, au loin, là, puis on les croisait avec les 2 mâts du bateau, puis on faisait notre chenal. C'était toute une technique, ça, le run. Je cache pas qu'il nous est arrivé, ben rarement, là, ça, je tiens à préciser, nous a retrouvés en eau trouble. En tout cas, j'aurais aimé ça voir ça, moi, le capitaine dans le trouble. Seulement d'être capable de le suivre, faire la moitié des affaires que je fais. En tout cas, le dimanche, là, c'était un jour de repos. Les matelots, ils jouaient de la musique, là, sur le pont du bateau au quai d'Amos. C'est une attraction pour la jeunesse de la ville, hein, tu sais bien. Comme le dit une vieille expression de marin, en rentrant au port, le vert est à tribord, le rouge est à bâbord. Ben, le vert de rouge est à rabord. Elle est bonne! C'est quoi que ça parle, toi, le jeune? En tout cas, c'était une belle époque. Quand j'y repense, j'ai la larme à l'œil. Une belle époque et souvent une époque révolue. Puis la navigation y a pas échappé. L'ouverture de la route de terre à Amos-Val-d'Or en 1936 a amorcé un déclin rapide et fulgurant pour la navigation. Puis les voies ferrées couvraient plus de territoire. C'était inévitable là, que la navigation cesse. La fierté, mon œuvre, le SS Cisco, là. Il est devenu un restaurant à côté du pont d'Amos. Puis après, j'ai transformé en poulailler. Finalement, il est des bons petits fatigues. Mais pensez pas que c'est juste arrivé à mon bateau une fin de même, là. Il y avait aussi à l'époque le SS Sullivan, un bateau plus gros et plus rapide que le mien, avec 2 moteurs diesel. Mais ça l'a pas empêché de finir coulé dans le fond de la base, près du pont de fer. Il repose à côté du Saint-Louis. Coulé aussi avec une cargaison assez spéciale.
D'après toi, le jeune, c'est quoi? Ben, j'hésite entre des bonbons et des marionnettes. Pas en tout. 165 caisses de dynamite, le jeune. Puis ils sont toujours là. Ça fait que quand tu passeras au-dessus de l'épave, le petit conseil de marin, sois discret, le jeune. Bon, c'est assez de placotte, le jeune. On se reverra en ville de ces quatre. Gêne-toi pas pour me saluer, mais tu m'appelles Monsieur le capitaine, c'est clair? Certain. J'aurais pas de misère à vous reconnaître en ville, en plus avec votre bel habit bleu marine garni de galons et de boutons dorés. Je cacherai pas que mon uniforme, là, fait ma fierté. Après le déclin de la navigation, là, c'est bien tout ce qui m'est resté, mon uniforme puis mes souvenirs. Pis c'est pas parce que je n'avais plus que je suis plus capitaine. Quand je me promène en ville là, avec mon bel uniforme, là, qu'on m'appelle Monsieur le capitaine, me semble que c'est pas un verre à boire. Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos Arikana, le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Routier, le Centre d'archives d'Amos, le dispensaire de la Garde à la Corne et de même que le Musée de la Poste et de la boutique de Forge de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me/raccourci. Alors, merci aux acteurs qui ont participé à la lecture, Véronique et David. Donc, c'est vraiment un personnage tonitruant qui prend de la place, qu'on aime et haïr. Oui, mais ben, qu'on on l'aime aime pas. On l'aime pas qu'on aime aimer. En fait, je pense on haït aimer. Oui, mais il est sympathique. C'est parce qu'il est tellement plus grand que nature, puis c'est le fun que son petit-fils. Puis, tu sais, des fois, quand tu as un témoignage de des descendants, ils les ont connus des fois à la retraite ou vieux, fait qu'ils n'ont pas nécessairement connu dans la fleur de l'âge. Donc, c'est ça, c'était quelqu'un un petit peu plus grand que nature. Et parlant de descendants, c'est drôle, à un moment donné, il y a une personne de sa famille qui nous avait dit que la spécialité du restaurant était les bines, les fèves au lard. Paraît qu'elles étaient bien bonnes. Fait que là, quand on se fait dire des petites affaires de même, on aime ça les intégrer justement dans le circuit. Ça amène un côté plus véridique, plus vrai en fait que d'un personnage qu'on découvre en 3 phrases dans un livre d'histoire. C'est un beau personnage. Toi, tu avais déjà assisté à Amos vous raconte. D'ailleurs, on a une photo qui a immortalisé ta présence. Oh non! Non, mais on la mettra pas à l'écran. Mais j'espère! T'avais du fun. T'étais devant la scène du capitaine Yassouf. Oui. T'avais bien du fun. C'est une scène que tu apprécies particulièrement? Oui, vraiment, sérieusement, là, moi aussi, j'ai fait le saut, mais je m'étais pas fait pointer. C'était pas moi qui avais été pointé, mais j'ai comme fait « OK, d'accord. » Mais c'est vraiment, comme on dit, c'est une relation amoureuse qu'on a avec lui. Ouais. On est comme « OK, t'es un personnage bizarre. » Intimidant, t'as de la voix, mais en même temps, tu fais comme « Ah, c'est non mais cute. » Ouais. Oh, ouais. C'est surtout la petite romance, justement, entre lui et le loulou, tu sais, c'est... Ah, c'est cute. Puis il y a quelqu'un, à un moment donné, du public, ça, j'aime ça, parce que par intuition, on avait pris, c'était Marie-Louise, parce que j'avais fait une recherche, puis j'avais su qu'elle avait été remariée. Donc, j'avais pris ce nom-là. Puis, c'était justement une de, comme on dit, de nos commères langue sale. Et il y a quelqu'un, à un moment donné, dans le public, qui est venu nous dire, cette femme-là, elle n'était pas très, très sympathique. Là. Elle était vraiment pas agréable. Puis là, j'ai fait, non. C'était vraiment une langue sale, oui. Incroyable. J'ai fait, mais comment j'ai fait pour tomber là-dessus? Fait que là, on a toute la crédibilité pour le mariage du capitaine. Là. Il y a vraiment... Sa deuxième femme, paraît-il, n'était pas très agréable. Matcher 2 personnages comme ça, fallait le faire. Donc, un bougonneux et une mégère. Oui. Puis là, c'est drôle parce que les petits comédiens, justement, les enfants du circuit, ils se disent tout, mais supposons, on va-tu l'appeler Madame la capitaine? Puis est-ce qu'il va falloir appeler leur enfant Monsieur Bébé? Tu sais, les enfants s'amusent à imaginer cette nouvelle famille-là. Puis on imagine toujours un bébé avec la face du capitaine. Nous, les petits-enfants, quand on fait la scène des écoliers, là, ça, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup rire, d'imaginer le bébé du capitaine.
Ben, Oui. écoute, Geneviève, c'est déjà terminé. Oh. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci. On peut te retrouver toujours au Centre d'archives, Oui. la Société d'histoire. Oui. Et puis, on va découvrir davantage. Soyez curieux. Allez voir Geneviève. Ben, c'est toujours toi qui es là, finalement. Oui. Ben, ça veut dire que si c'est ouvert et qu'on va à la Société d'histoire, au Centre d'archives, on te rencontre. C'est cela. Puis tu vas nous diriger pour voir les recherches, faire des belles découvertes. Et c'est exact. Ben, excellent. Merci beaucoup de ta présence Merci, aujourd'hui. Geneviève. Merci, Véronique. Ça me fait plaisir, Bruno. J'ai toujours aimé animer en maillot de bain. Alors, je suis dans mon élément. Oui. Ouais. Ben, écoute, on va se revoir, nous, cet été. Dans sur une piscine. Sur l'Aricana. On a la même amie qui a le ponton. Hein? Ouais, on a la même amie. Puis, non, mais pour vrai, ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller naviguer sur l'Aricana, trouvez-vous des amis. Trouvez-vous un Qui kayak, ont un des canot. bateaux. Ouais. Ben, ou achetez-vous-en, il y en a partout. Puis des usagers, d'ailleurs, je pense que d'après moi, tu peux te payer ça 1 an puis la revendre après. D'après moi, ça ne doit pas perdre bien de valeur. Mais c'est magnifique. Le réseau hydrique Amos Aricana, il est fantastique. Ouais. Alors, ça vaut la peine d'être découvert en bateau à moteur comme en kayak, même si notre petit laïus d'introduction dénonçait un Bruno, petit peu ouais. ça. Je pense qu'on tend à s'améliorer puis à faire les choses comme il faut en 2021. Donc, profitez-en, profitez de l'été. J'aimerais remercier les partenaires qui ont rendu possible l'émission, le podcast Amos vous raconte son histoire. Merci beaucoup de votre confiance et de votre contribution. J'aimerais vous rappeler, si vous avez aimé le podcast aujourd'hui, partagez, aimez et commentez. Ça va nous donner plus de visibilité sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le YouTube, Spotify et tous les autres. Donc, abonnez-vous à nos pages également et vous pouvez... Oui, Et Véronique? s'ils ne font pas, là, on envoie Monsieur le capitaine. Hey, c'est une bonne On idée! devrait le faire gérer, nos réseaux sociaux. Je te dis que l'algorithme, il va marcher pour nous autres. Excellente idée. Alors, oui, partagez et vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Amos vous raconte son histoire sur la page web amosvoustraconte.com. Mon Dieu, je pense que j'ai fait le tour. Ben, je vous remercie à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, regardés et grâce à vous, ben, tout ça est possible. Donc, on vous revoit très prochainement. Merci, à la prochaine.